Pas mal grave du tout. On est parvenu à souder les trois fractions de la guerre. Quand nous étions au début de l'occupation, c'est très bizarre, nous avons défendu les Allemands. Nous étions envahis par ce qu'on appelle les DPs, les Displaced Persons, les personnes déplacées. J'étais au bord de la Lippe, à Exfeld et à Limborg. Il y avait à Limborg un immense camp d'anciens prisonniers, des Russes, des Polonais, des mercenaires du côté allemand, des Roumains, des Hongrois. C'était affreux. C'était des bandits. Et ces bandits rançonnaient les fermiers allemands toutes les nuits et les assassinaient. J'ai un jour vu 2 fermiers épinglés dans leur armoire penderie, dans leur chambre, avec un poignard dans la gorge. La population allemande se sent humiliée d'être sous l'autorité d'un si petit pays. La plupart des habitants conservent pourtant une attitude digne et réservée. À bien des égards, leur vie est néanmoins bouleversée, la faim restant le problème principal. Malgré l'interdiction de fraterniser, de nombreux contacts se créent. Le marché noir permet à chacun de remédier aux multiples difficultés. La non-fraternisation, c'était le mot d'ordre du jour. Il était donné comme consigne à toutes les forces alliées de ne plus regarder les Allemands et de ne pas fraterniser avec eux. Mais, quand vous demandez à des jeunes gens de 20 ans, quelle que soit leur nationalité, de ne pas sourire à des filles blondes du Rhin qui sont remarquables de Sveltes, c'est très difficile. C'était votre cas probablement aussi. On ne peut rien vous cacher. C'est en 1953, quand l'état d'occupation s'est terminé et que le général Girst avait demandé à toutes les troupes de stopper tout marché noir parce qu'il ne fallait pas handicaper l'industrie allemande et l'économie allemande dans son ascension. Ik heb hier de juiste getallen bij me van hoe dat in 1948 de oprichting van het Atheneum in Honnef financieel tot stand gekomen is. Dat heeft dus gekost, even kijken, hier, voor de 150 banken die er nodig waren, heeft men gekocht met 3850 pakjes sigaretten. De 360 meter behang hebben 1000 pakjes sigaretten gekost. De volledige ombouw van de gymnastiekzaal, 1600 pakjes sigaretten. En zo verder, en zo verder. Dus die handel is dus, heeft dus wel degelijk plaats gehad. Le 4 avril, le général Piron prend le commandement de la première division d'infanterie. Le 10, il adresse une note au ministre de la Défense dans laquelle il se plaint du ravitaillement. Les cadres doivent être jeunes et compétents, écrit-il également. Dans l'Allemagne dévastée, surgiront à terme d'autres problèmes. L'indispensable arrivée des familles, leur logement, l'éducation des enfants et les distractions. Une commission évalue à 2300 le nombre des habitations nécessaires et à 650 le nombre d'enfants à instruire. Des services d'installation des familles seront créés dans chaque place. C'est en 1947 qu'il a donc fallu trouver les logements des familles, les écoles, avec M. Sachs et M. Rory, je me rappelle, oui. Hein, et les magasins pour les CMC, les Bellac, etc. Bon, je dois vous dire qu'il n'y avait pas de bureau de réquisition, il y avait dans chaque Platz Kommandantur, bureau de place, on appelait ça à l'armée belge, un service d'installation des familles. Et ça se composait d'un officier, d'un sous-officier, 2 soldats et un interprète. Il faut savoir que les Anglais, quand ils ont conquis l'Allemagne, avaient déroulé derrière eux un tapis de fonctionnaires qui étaient destinés à gouverner les territoires conquis. Et ça s'appelait le military government,
Et c'était eux qui nous donnaient les directives pour les réquisitions et l'installation des familles. Les Britanniques envisagent l'arrivée de leurs familles en juillet. Elles seront suivies des 170 familles belges autorisées par le général Piron à venir s'installer dans les différentes garnisons. Les premières familles débarquent du train des permissionnaires journaliers, le TPJ, le 28 août dans la région d'Aix. Malgré la bonne organisation générale, surgissent quelques difficultés de ravitaillement, de dotation de mobilier et de transport. Toen u vernam dat u met de familie naar Duitsland zou gaan wonen, hoe was uw reactie? Ja, ik was eigenlijk blij. Mijn man was al 2 jaar weg, dus terug onder het leger. En ik moet wel zeggen, ik was nog nooit buiten België geweest, maar ik was toch blij dat ik kon vertrekken. We hebben daar 10 jaar bij dezelfde familie gewoond, heel goed vrienden geworden. Ze hebben voor ons, en zeker voor de dochter, gezorgd gelijk grootouders. En het moet toch wel voor die families moeilijk geweest zijn. We hebben dat net van meneer Asson vernomen, dat daar zo vaak militairen verplaatst werden naar andere kampen, naar andere gebieden. En die families moesten maar voortdurend verhuizen. Dat moet voor die families toch wel lastig geweest zijn. Ja, voor de families misschien wel, maar voor de kinderen niet. Je moet dat voelen. Je bent onderwijs, ik ben ook onderwijzeres, ik heb het eerste studiejaar lesgegeven. Ja. En je moest niet meer aan die kinderen aanpassen. En je moet kloon spelen in de klas, je moet de kinderen laten lachen, dat ze ontspannen en dan zijn ze tevreden. De kinderen hadden er absoluut geen last mee. Depuis avril 1946, le camp de transit numéro 1 gère 2 hôtels à Aix et à Cologne. Les mois suivants voient la création d'une coopérative militaire de l'armée d'occupation. La direction s'installe à Bad Godesberg. Les magasins de vente desservent plusieurs garnisons. La cantine militaire centrale, CMC, n'apparaîtra qu'en janvier 1948. Le but de cette ASBL est de rendre des services à la communauté militaire par l'ouverture des cantines et de clubs et par la fourniture de marchandises diverses. Un service territorial s'organise immédiatement. Ces missions concernent l'installation des troupes, les réquisitions, les quartiers, les clubs, le welfare, l'installation des familles, les affaires civiles en liaison avec le gouvernement militaire. Son efficacité conditionnera la qualité de vie dans les forces belges d'occupation. Cette découverte d'une vie nouvelle, l'installation dans des conditions tout à fait inédites. J'ai dit au commandant de Requel que mon père avait attendu 6 mois pour un logement. Parce que ça, il fallait trouver les logements, ça n'allait pas tellement vite. Et alors bon, mes parents sont installés là-bas, j'ai suivi bien sûr. Et bon, la vie s'est organisée. Comme à cette époque-là, Mme Peters disait, il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de restaurant allemand. Nous vivions en vase clos, sur nous-mêmes, les familles s'organisaient. Dès le mois de mai 1946, un appel a été lancé afin de recruter des instituteurs pour les enfants de l'armée d'occupation. 400 candidats se présentent pour 40 places. Ik ben als eerste Vlaamse onderwijzer naar Duitsland vertrokken met de route van de Place d'Ailly, was toen vroeger de landsverdediging. Meneer gaat daar als kinderen een maandje of 2, 3 helpen. Daarna zal het wel gedaan zijn. Uit de 3 maanden zijn 40 jaar geworden of 50 jaar. Ten andere, diezelfde commandant die mij dat toen gezegd heeft, heb ik daarna terug in het garnizoen zelf gezien dat hij daar het garnizoen kwam overnemen. Monsieur Rorive est désigné le 1er octobre pour organiser cet enseignement, fonder les écoles et pourvoir à leur fonctionnement. Il s'installe à Bad Godesberg.
Les 10 premières classes sont ouvertes au début de décembre dans 6 garnisons. Les cours se donnent souvent dans des maisons réquisitionnées. Wat wel aangenaam was en waarbij ik direct werd geconfronteerd, dat was dat we een klas kregen met zo ongeveer een 40-tal kinderen in. Van het eerste leerjaar, dus pagharkes van 6, 7 en grote meisjes of jongens van 13 en 14 jaar. Maar het probleem was een militair probleem. Waar zit die knoop? Dat is de vraag die je me wilt stellen. Ja. Waar zit die knoop? Wel nu, dat is heel eenvoudig. Het leger hield destijds, en zeker in het begin, weinig rekening waar de vader, die een beroepsmilitair was, dienst deed. Dat wil zeggen, met andere woorden, dat je een klas begon op de 1 september met 35 leerlingen, waarvan je er met kerstmis nog een 20 nog van had, van die 35 waarmee je betrokken werd, bij Pasen nog een stuk of 7, en op het einde van het school had je geen enkele meer van die op 1 september begonnen was, maar je had nog altijd 35 of 40 kinderen. Wij zijn in uniform gebleven, dus officieel in uniform gebleven, want we kregen ook een kledingsvergoeding daarvoor. We zijn daarin gebleven tot plus minus 52, 53. En dan is dat afgeschaft geworden. Kregen we ook die kledingsvergoeding niet meer, maar voor de rest bleven wij dus geassimileerde officieren, dat onder het nummer loopt 1133 in de militaire termen. Je me trouvais propulsée à 10 ans et demi pour ma dernière année de primaire dans une caserne. Et de là, je me suis retrouvée au pensionnat de Honnef puisque le pensionnat venait de s'ouvrir juste à temps pour moi, pour que je suive mes études de façon normale. Mais je me suis trouvée, moi toute petite, j'étais la plus petite de tout l'Athénée et je me suis restée longtemps. Je me suis retrouvée en classe avec des jeunes filles de 16 ou 17 ans qui étaient des femmes superbes. Ce qui m'a donné un complexe terrible, évidemment. Mais qui... Pas raison. Le quartier général du 1er corps d'armée s'installe à Ludenscheid le 15 octobre 1946. Il a été précédé d'une semaine par celui de la 2e division d'infanterie. En décembre 1946, le général Piron prend le commandement du 1er corps d'armée, dont les effectifs ont été progressivement réduits pour remettre l'armée belge sur pied de paix. Le lieutenant-colonel Weber nous parle du général Piron. Il y a eu un repas au mess des officiers à Weiden, l'Astoria. Repas à l'issue duquel, repas où se trouvaient tous les chefs de corps de l'époque, tous les lieutenants-colonels, et les anciens de Grande-Bretagne. Et au dessert, il a commencé par dire, messieurs, vous avez la chance d'avoir un ministre qui a fait la guerre. Et tout le monde savait que Spinois avait fait la guerre dans le camp des communistes pendant la guerre civile espagnole. Petit sourire sur tous les lèvres, Spinois, bon. Alors, deuxième chose, messieurs, vous êtes tous des commandants de bataillon. Eh bien, je vais vous donner une leçon. La première qualité d'un officier, c'est d'être un aventurier. Drôle de leçon, hein. Il y avait des types qui mangeaient silencieusement des tampons. Mais je veux simplement dire, il avait la franchise de ses convictions. 1947 voit naître la guerre froide entre les soviétiques et les alliés occidentaux. La mise à mal de la notion de responsabilité quadripartite de l'Allemagne en est la conséquence. Les manœuvres n'ont jamais arrêté et au début, on avait peur, on a eu d'emblée peur de la menace russe. Et les premiers thèmes tactiques étaient basés sur une défense du Rhin. Donc on répète de ce côté-ci. Déjà en 47. Déjà en 47, oui. Oui. Les thèmes tactiques, c'était la défense du Rhin. C'est quand le général Speidel est devenu le patron de Centre-Europe, quand les Allemands sont entrés dans l'affaire en 1950, qu'on a envisagé la défense sur la Weser.
Les thèmes tactiques ont changé, on élargit le terrain de manœuvre. La doctrine Truman d'endiguement du communisme est à l'ordre du jour. Le sénateur Marshall propose un plan qui portera son nom, dont le but est de proposer une aide économique de la part des États-Unis à plusieurs pays européens. Souhaitant limiter sa présence sur la rive droite du Rhin, la Belgique évacue les Kreitz de Warburg et Höxter le 15 mars 1947 et ceux de Paderborn et Buren en 1948. À 2 garnisons près, 6 en Hesse, toutes nos unités en Allemagne se situent en Nord-Westphalie-Rhénane, essentiellement regroupées autour de Aix, Cologne, Bonn, Gummersbach et Soest. Cette même année ne voit pas le rythme des déménagements et des dissolutions d'unités se ralentir. Eigenlijk geluk gehad. Want ik weet een familie die in ons huis gekomen zijn, in 60 zeker, die verhuisden ze een 20e keer, de 3e keer naar Wagen. 6 ans de vie là-bas, mes parents ont changé 7 fois de garnison. Donc les quelques fois par an où je pouvais retourner chez moi en week-end, en congé, c'était plus chez moi. On avait changé de maison, on avait changé de ville. Donc chaque fois, mes points de repère étaient bouleversés. Un guide pour les familles belges qui vont s'installer en Allemagne est édité. Très complet, il reprend directives, règles et conseils pour rassurer les épouses et les enfants qui vont prendre le chemin de l'Allemagne. Le premier bureau du service social ouvre ses portes le 23 janvier 1947 à Bensberg. La Belgique et les garnisons d'Allemagne sont reliées par le TPJ. Le train Cowboy effectue 3 fois par semaine le trajet Schaerbeek, Bonn, Siegen, NF ou Paderborn. Le parcours le plus long dure 11 heures avec la halte célèbre d'Herbestal où le passage à la cantine adoucit les affres de la fouille sévère. Le centre sportif et d'entraînement destiné à la formation des cadres du 1er corps d'armée est créé le 1er juin 1947 au château de Melhem, en bordure du Rhin. Il est le précurseur du centre sportif à Weiden. À cette époque, le quotidien de la zone d'occupation est entravé par toute une série de contraintes comme les limites de garnison, les listes de maisons interdites et la monnaie d'occupation. Les menaces d'espionnage sont réelles et les missions officielles soviétiques, appelées SOXMIS, sont surveillées dans leurs moindres déplacements. Les indemnités d'éloignement et les achats à prix réduit dans les cantines militaires centrales permettent heureusement de compenser ces aléas. Le 17 septembre 1947, le 1er corps d'armée entame ses premières grandes manœuvres du temps de paix. Laissez-moi vous dire en toute franchise que pour ceux qui avaient fait la guerre, on essayait de recommencer. Bon. C'était surtout le but, c'était l'instruction. Et alors il y avait un but qui était au fond moralisateur. Il n'y a rien de pire qu'une troupe qui s'ennuie. Donc il faut les occuper. Il faut les fatiguer. Un coup d'État, impliquant les soviétiques, éclate à Prague le 22 février 1948. Les Alliés sont désormais persuadés que Staline se servira de sa zone d'occupation en Allemagne comme base d'attaque. Les tensions créées par l'URSS depuis 1946 provoquent une première alliance défensive entre les pays du Benelux, la France et la Grande-Bretagne.
Cette alliance préfigure l'OTAN. En juin 1948, les soviétiques organisent le blocus de Berlin-Ouest qui nécessite un pont aérien américain permettant le ravitaillement. Il ne cessera qu'en mai 1949. À la même époque, une réorganisation transforme le corps d'armée en un corps de bataille à 3 divisions. Chaque division ne comporte plus qu'une seule brigade. Le QG du premier corps d'armée a ses quartiers à Lüdenscheid. Le QG de la première division est à Bad Godesberg, celui de la première brigade à Gummersbach. Le QG de la deuxième division reste à Neheim et celui de la 4e brigade à Soest. Le QG de la 3e division emménage à Aix et celui de la 7e brigade à Bensberg. Le QG du lieutenant-général Piron déménage vers Bonn, fin 48. Un camp de vacances pour les enfants des militaires est organisé pour la première fois en juillet à Reusrath. Le prix du séjour s'élève à 30 francs belges par jour. Les nombreuses démarches engagées depuis 1946 pour doter les forces belges d'un Athénée aboutissent en avril 1948. La décision est prise d'ouvrir un établissement dans un couvent des Ursulines de Bad Honnef. En we gingen wandelen in uniform. Hebben de Duitsers begonnen met stenen te gooien. Kinderen of volwassenen? Grote jongens waren dat. En dan zijn we onmiddellijk teruggekeerd. En dan hebben ze dat gezegd tegen het leger. En dan is generaal Piron, dat ik daar juist verteld heb, onmiddellijk gekomen en hij heeft gezegd: vous pouvez venir chez moi dans le parc, dans la maison. En dat was een heel mooi park. Fruitbomen heb ik daar juist ook verteld. Ze mogen niks afplukken, maar alles vragen wat ze willen. Wij zijn dus in Duitsland gegaan in 1947. Maar ik ben al een tijdje bij mijn grootouders gebleven, omdat eerst het Atheneum openging in 1948. Dus ik ben daar van een klein boerendorpje in de Limburg in dat Atheneum aangekomen in Honnef. Ik kende geen woord Frans. Dus met het gevolg dat ik al het eerste jaar of het tweede jaar, ik weet niet meer, een dikke buis heb opgelopen in het Frans. Maar ook met het gevolg dat ik goed Frans heb leren spreken. Achteraf. Omdat dus het Atheneum niet alleen gemengd was tussen jongens en meisjes, maar ook voor ons tweetalig. Les enseignants ont le statut d'officiers subalternes et doivent endosser l'uniforme militaire. Les élèves portent aussi l'uniforme. Ces dispositions ne disparaîtront qu'en 1959. Le seul point qui me dérangeait un peu, c'est que nous avions un uniforme kaki, ce qui, quand on débute dans la coquetterie, n'est pas spécialement séant, ni agréable à porter, parce que ce n'était pas du beau drap d'officier, c'était au début du tissu de soldat. Et j'aime autant dire que ça grattait. Moi, j'ai d'excellents souvenirs, et notamment de Madame Rançon, qui s'appelait encore Mademoiselle Barra, et de cette discipline qui était ferme, mais au moins on savait à quoi s'en tenir. Nous avions tous les matins salut au drapeau. Alors vous imaginez, donc les professeurs et surveillants en uniforme là, les garçons là, les filles ici, et au centre, l'aigle allemand, parce que nous étions dans un ancien domaine des Hitlerjugend, au-dessus duquel on voyait monter le drapeau belge. Les 6 premières semaines, les enfants ne pouvaient pas rentrer à la maison. Les parents pouvaient venir le samedi et le dimanche. Mais les enfants devaient rester à l'internat. Parce que M. Sack disait, sinon ils ne vont plus revenir. Une liaison aérienne relie Köln-Ouan à Bruxelles. Elle fonctionne 3 fois par semaine pour le personnel militaire en mission ou en congé. Commencer d'abord par les dominés, des avions de 4-5 places, et puis sont venus les Dakota. Ce qu'il y avait de temps en temps, c'était un navigateur qui sortait du cockpit, il arrivait
Dans l'avion, il disait, ça n'était pas brûlé, puis il fermait sa porte. Devant la menace que représente l'URSS par ses conquêtes sans guerre et le maintien de sa puissance militaire, les Européens sollicitent les USA pour organiser une protection commune. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord en sera la concrétisation. La Belgique y adhère le 4 avril 1949 et alors que l'année précédente, elle avait réduit son corps de bataille, elle s'engage à fournir 2 divisions d'infanterie et 1 division blindée. À la conférence de Londres du 1er juin 1949, les alliés occidentaux envisagent de rendre à l'Allemagne son statut de nation libre et démocratique. Konrad Adenauer, le nouveau chancelier de la jeune République fédérale d'Allemagne, décide de faire de Bonn la nouvelle capitale allemande. La région de Bonn devient donc une zone neutre et doit être évacuée de toute présence militaire étrangère. Le QG du premier corps vient s'installer à Köln-Junkerdorf et l'Athénée de Bad Honnef doit se réfugier provisoirement à Wuppertal. Toen dus in, ik denk dat het 50 was, toen Bonn hoofdstad werd, zijn wij daar moeten vertrekken, het Atheneum. Naar de ongelukkige plaats die Wuppertal heet, in de Harding-barracks. Boven op de berg, Ebersveld geloof ik heette dat, waar we dus een ongelukkige winter doorgebracht hebben. Zelfs die zware kapotjassen, die waren niet genoeg om ons te beschermen tegen die kou. Is zelfs zover geweest dat de verwarming een stuk ging en dat we dus een verplicht verlof gekregen hebben van een paar maanden. La vie dans les forces belges d'occupation continue. Les 26 et 27 juin 1948, une grande fête culturelle et sportive est organisée à Cologne par le premier corps. 80 000 spectateurs y assistent. Alors, la mise en scène était terrible. Il y avait 3 musiques militaires sur le stade. Imaginez Piron debout dans sa voiture, recevant Koenig et de Fretter, c'était l'apogée. Alors il y avait là-dedans, on avait convoqué l'Homegang. Bon, il y a certains d'entre nous qui avaient même un rôle dans cette Homegang. Il y avait une fête sportive, il y avait un récital de gymnastique avec le commandant Roissey chez son école de Mélène, c'est ça, merci Madame Tavary. Bref, c'était fastueux. Dans les forces armées belges, on en a connu peu de choses comme celle-là. Situé dans les Fels, non loin de la frontière belgo-allemande, l'Ordenburg de Vogelsang est à l'origine un lieu d'instruction et de retraite pour les cadres du parti nazi. Après la guerre, le camp de Vogelsang devient un centre d'entraînement de l'armée britannique qui porte sa superficie à 6354 hectares. Les 500 habitants de Wolfshafen disposent de 14 jours en 1946 pour évacuer leur village. Aber dieses Dorf gibt es nicht mehr. Unser Dorf ist während der 1946 evakuiert worden. Als die Engländer Vorderland übernahmen, ja. Das war im Frühjahr 1946, hat man das Gelände, das ganze Gelände, gebraucht zu Übungszwecken. Wir mussten am 12. August kam der Räumungsbefehl, das waren 120 Familien, 520 Einwohner, innerhalb 14 Tagen mussten wir weg. Wohin, hat keiner nachgefragt, jeder musste sich eine Bleibe suchen. Man gab uns LKWs, Militärfahrzeuge, um unser Hab und Gut wegzutransportieren. Dann waren wir ein paar Tage weg. Und dann fing schon die Räuberei an und dann nachher schoss der Engländer so systematisch zu Übungszwecken alles kaputt. Une convention attribue le camp à l'armée belge le 1er avril 1950 et une section de la 4e compagnie des grenadiers est la première unité belge à y séjourner. Dès le 1er juillet, la 4e brigade y vient pour 2 semaines de manœuvre. Als de Engelsen dat kamp overgenomen hebben, was alles kapot.
Er waren geen daken meer, er waren geen vensters meer, er waren geen deuren meer. Dat hebben ze allemaal hersteld met welgemeend oorlogsmateriaal. Dat wil zeggen het materiaal dat berekend was op een duur van ongeveer 4, 5, 6 jaar. Meer niet. Het is daarom dat we na een verloop van tijd, als we dat overgenomen hadden, 2, 3 jaar daarna, voor de verrassing van Vogelsang gekomen zijn. Het was niet de reprise de Vogelsang, het was la surprise de Vogelsang. Les installations du camp sont sans cesse améliorées. De 9 stands de tir en 1947, on passera à 39 en 1980. Jusqu'à la fin de 1955, Vogelsang sera utilisé exclusivement par des Belges. Ce n'est qu'à partir de cette date que les alliés britanniques, néerlandais, américains et canadiens viendront également s'y exercer régulièrement. « 1960 voit le camp amputé de plus ou moins 2000 hectares qui englobait plusieurs villages, dont Dreiborn. Vogelsang est à cette époque en Allemagne le seul camp permanent administré entièrement par les Belges. Le premier corps dispose néanmoins pour son entraînement d'autres installations, comme celle de Bergenhöhen, d'Elsenborn et du petit camp d'infanterie de Brookhausen. Brookhausen was een kamp dat enkel uit tenten bestond. Er was wel hetgeen dat de Brookhausen noemde een schutzenhalle, dat was een grote constructie uit hout. Maar daar woonden ze niet in, daar was mijn bewoning en ik was commandant van het kamp daar. En ja, als generaal Piron daar geweest is, dan heeft hij die instellingen bezocht en in detail geïnspecteerd. En ik zei hem dan, ja, moesten we meer middelen hebben, dan zouden we kunnen beter organiseren en beter dingen doen. Dan heeft hij mij eenvoudig gezegd het volgende. En ik zei het zoals hij het gezegd heeft. Je ne suis pas d'accord. Organisons tout le confort qui veut, mais au camp ils doivent souffrir. Dat is Brookhausen. Ja. Ik ben er naartoe geweest, ettelijke keren. Dat was dus een mars van Ziegen naar Brookhausen in 3 dagen. Telkens 33, 34 kilometer. En we hadden alles bij ons. Al onze comfort lag op onze rug. Er waren geen wagens bij, er waren geen jeeps bij, er waren geen camions bij. En als we daar aankwamen, dan hadden we de tenten van de kolonel Orkest, dat waren toen Malen de Konkamp. Dat was een uitstekende school, dus voor de jonge medicijns. En ook voor de officieren. Ik was toen kapitein. Alors que les premières mesures du plan Marshall entrent en vigueur, la guerre de Corée éclate le 25 juin 1950. La Belgique y envoie le contingent de la force d'un bataillon d'infanterie. Le 18 décembre 1950, l'OTAN décide la création d'une force de défense européenne placée sous commandement intégré. Les effectifs à atteindre sont de l'ordre de 30 divisions. Celles de la force d'intervention, nouvelle appellation du corps de bataille belge, en font partie. On parle désormais du commandement en chef des forces belges d'occupation, CCFBO, qui est également le commandant de la force d'intervention. La durée du service militaire passe de 12 à 24 mois. En plus de nombreuses activités militaires, sportives et manœuvres, nos miliciens bénéficient d'une formation professionnelle dans des centres prévus à cet effet. La 16e brigade blindée est formée avec les 1er, 2e et 3e lanciers, ainsi que le premier guide. Elle prend ensuite le nom de 16e groupement blindé, embryon de la future 16e division blindée. Elle reçoit les chars Chaffee et les Half-Track.
Le QG de la 1re division d'infanterie s'installe à Bensberg, celui de la 4e division d'infanterie passe à Neheim et celui de la 16e division blindée à Aachen. Fin 1951. Le 16e groupement blindé occupe Kassel, dont le Kreuz s'ajoute à la zone d'occupation belge. La population allemande assiste à son premier défilé militaire depuis la fin des hostilités. Le Northern Army Group, Nordtag, est constitué le 1er février 1952 et s'articule comme suit. Sa zone de défense va d'Hambourg à Kassel et de la ligne de démarcation entre les deux Allemagnes jusqu'aux frontières hollandaises et belges. La situation prédominante des USA dans l'Alliance et l'usure du matériel britannique de l'armée belge entraînent son remplacement par du matériel américain et l'adoption de l'organisation US. Les premiers chars Patton sont livrés aux premiers lanciers à partir de juillet 52. D'autres matériels suivront, la grenade Energa, la mitraillette Vigneron, le blindicide, le FM et le FN. En juillet 51, la 16e division blindée, au cours de l'exercice Armada, exécute un franchissement du Rhin avec des moyens amphibies britanniques. La flottille belge du Rhin, quant à elle, s'occupe de la défense du fleuve. Elle est constituée de moyens de la force navale. On parle à nouveau du premier corps d'armée. Ce dernier participe en septembre 1952 aux manœuvres de l'OTAN Hold Fast, qui succède à l'exercice Counter Thrust de l'année précédente. Les forces belges d'occupation améliorent sans cesse leur installation. Ce n'est pourtant qu'à la fin de 1951 que sera créée à Weydon une section appelée Finance and Procurement, le futur service des achats en RFA, pour s'occuper des achats en milieu civil sous contrôle britannique. Jusqu'alors, il semblerait que le troc par les unités ait été l'origine des premières acquisitions. Die handel is dus, heeft dus wel degelijk plaatsgehad. Wij hadden dus ook aan huis, wij woonden toen in Bad Godesberg regelmatig, werden daar transacties gevoerd, maar dan in koffie en sigaretten. Les effectifs ont augmenté et un programme de construction de nouvelles casernes et d'habitation pour les familles est nécessaire. Ce programme est mené à bien par le service des travaux du génie et par le service territorial, dont les attributions seront reprises par la suite par KTG et par le service du logement des familles. Les fastes des bataillons prennent une importance considérable pour les forces belges d'occupation. Ils sont le reflet de l'armée belge à l'étranger et participent à la motivation interne des unités. La vie sociale s'organise également. De nombreuses associations ont vu le jour. Les possibilités culturelles se développent. La bibliothèque Vichy depuis 1946 à Bad Godesberg. La maison belge créée à l'initiative du général Piron pour permettre la rencontre d'hommes d'affaires belges et rhénans a été inaugurée le 3 février 1950. La première salle du culte catholique à Weydon est inaugurée en novembre 1949. Remplaçant l'ORAF, Office des renseignements et d'aide aux familles, le service social naît le 14 septembre 1952. Entre-temps, l'Athénée a déménagé vers Reusrath. La population scolaire augmente sans cesse et nécessite la construction de nouveaux locaux. C'était le paradis parce que c'était un endroit superbe. Vous imaginez un grand parc où il y avait ce très beau bâtiment des Hitlerjugend et auquel on avait ajouté des petits pavillons absolument charmants à colombages
qu'on avait créé pour ajouter des classes. Et on pouvait aussi participer, quand on était plus grand, quand on était adolescent, au Schützenfest, hein, à des excursions formidables parce que le pays est magnifique, donc aussi bien sur le Rhin qu'en Autriche, qu'en Bavière, etc. S'ajoutait à ça les fêtes militaires comme la Saint-Barth, la Saint-Éloi, etc., des banquets. Et donc c'était un brassage de culture fantastique. Un armistice met fin à la guerre de Corée le 27 juillet 1953. Le bataillon belge rentre au pays. Un apaisement relatif de la guerre froide et la mort de Staline font baisser la tension en Europe occidentale. Le 15 mai 1954, la durée du service militaire est ramenée à 18 mois. Une première escadrille, dotée d'avions monomoteurs Piper Super Cub, est créée à Butzweilerhof en septembre 1953. Elle dépend tactiquement de la force terrestre, mais administrativement de la force aérienne. Le 1er avril 1954, les escadrilles existantes deviennent des escadrilles de l'aviation légère. Utilisées pour le réglage de tir, elles sont sous contrôle de l'artillerie du 1er corps. C'est que toutes ces escadrilles qui étaient forces aériennes sont passées au sein de la force terrestre avec des pilotes force terrestre, tout en restant force aérienne. C'est ça la nouveauté. La plaine de Brascar était depuis 1940 un camp de prisonniers allemands. Donc il a fallu faire filer toutes les baraquements que vous trouvez d'ailleurs sur les photos dont je vous ai parlé. Et alors, il n'y a pas de main-d'œuvre. Il a été réquisitionné 60 prisonniers politiques à Marktplatz. En septembre 1954, le 1er corps participe aux manœuvres de l'OTAN Battle Royale dans la région de Soest-Gütersloh. Il s'agit du dernier exercice où toutes les unités du 1er corps participent au grand complet. D'autres activités animent les FBO. D'importantes compétitions sportives permettent de juger de la préparation des unités. Au fameux Cross-Piron, dont l'organisation remonte à 1946 et qui met en compétition des équipes de 55 hommes, se sont ajoutés le Challenge Autora, attribué à l'équipe victorieuse d'une piste d'obstacles réglementaire, et le prix Mélo, qui récompense les meilleurs tireurs. Octobre 1954 marque un tournant pour les forces belges d'occupation. Par l'entremise du protocole de Paris, la République fédérale allemande accède au traité de Bruxelles. L'année suivante, l'Allemagne sera membre à part entière de l'OTAN. On ne parlera plus de forces d'occupation, mais bien de forces belges en Allemagne. En 1950, le colonel de Hollande, qui était officier opération au corps d'armée, a dû piloter les premiers officiers allemands de la Bundeswehr, avec lesquels nous avions des contacts. Il était chargé de les inviter à l'Astoria. Et le premier colonel allemand à côté duquel il se trouve, je crois que nous le connaissons, puisque Bobrov était à Tcherkassy. Alors là, je peux dire, écoutez, je vous rappelle la mauvaise porte, parce que moi j'étais de côté. Il y avait une confusion dans le... C'est intéressant. Un statut des forces de l'OTAN stationnées en Allemagne voit le jour. Il fallait pour nos forces beaucoup d'immeubles, beaucoup de surfaces de terrains d'exercice, etc. Et la liaison demandait au service allemand de nous procurer ces terrains, ces casernes, etc. Le personnel des forces belges, et d'ailleurs toutes les personnes qui suivaient les forces belges, épouses, familles, etc., étaient tributaires de la législation allemande, à l'exception d'un certain nombre de choses qui étaient traitées par nos instances judiciaires, c'est-à-dire les conseils de guerre. Il y avait parfois, disons, quelques difficultés entre la magistrature allemande, de l'endroit où un accident, par exemple, était survenu, et le conseil de guerre. Nous étions là pour essayer d'arranger les choses.
La même année, le premier groupement médical voit le jour. Son autorité s'étend sur tous les organismes médicaux supportant le premier corps d'armée. Fin juin 1955, les premiers rhétoriciens quittent l'Athénée de Reusrath. Certains auront connu toutes les tribulations de l'enseignement belge en Allemagne depuis ses débuts. Was ik dus alleen in de Grieks-Latijnse. Ik had dus een leraar voor mij alleen, die heette Staffan den Driessen, die onder andere, dat wil ik toch vermelden, een heel bekend boek geschreven heeft over die periode, die beginperiode tussen 48 en begin 50. En dat boek heet Bezet. Daar raad ik u aan voor te lezen om de atmosfeer van die tijd terug te kennen. Le 15 avril 1955, l'URSS réagit à la réalité de l'OTAN en créant le pacte de Varsovie. Complètement consacrés à leur mission militaire, clairement tournée vers l'Est, les FBA vont avoir à relever les défis de leur réalité sociale, économique et culturelles internes. Une autre période de la présence militaire belge en Allemagne peut commencer, celle de la 10e province. Malgré la menace soviétique, c'est le changement du statut de l'armée d'occupation qui préoccupe les Belges stationnés en Allemagne en ce début de 1955. L'Allemagne est désormais membre de l'OTAN et il ne peut plus être question d'occupation de son territoire. De nombreux avantages en nature et des crédits alloués par l'Allemagne sont supprimés. Les subsides accordés à la CMC sont drastiquement réduits. Les organismes tels que Bellac doivent disparaître. L'Allemagne ne bâtit plus pour les familles belges qui connaissent une réelle crise du logement. La mort de Staline et l'armistice en Corée motivent la Belgique à revoir sa politique de défense. Le service militaire est ramené à 18 mois et le 2e corps d'armée rejoint la réserve. La CMC gère 23 points de vente, 5 cantines et 10 camions cantines. Chaque semaine, un train de marchandises quitte Bruxelles pour ravitailler les dépôts de Soest, Cologne et Aix. Une maternité ici visitée par la reine s'ajoute en 1956 au service déjà existant à l'hôpital militaire de Cologne qui dispose de 300 lits. Le roi Baudouin visite pour la première fois l'armée d'occupation en 1953 à l'occasion d'un exercice à Vogelsheim. Tout au long de son règne, il s'intéressera à l'évolution des conditions de vie des militaires belges en Allemagne. Régulièrement, la commission sénatoriale et le ministre de la Défense nationale se déplacent dans les FBA pour s'enquérir de la valeur de l'outil militaire. Désormais, les Américains ont domestiqué l'arme nucléaire tactique. Ils en équipent les divisions de l'OTAN. En 1957, l'artillerie belge est dotée d'obusiers de 8 pouces et de roquettes Honest John, ancêtre du lance, possédant la capacité nucléaire. L'emploi des munitions reste toutefois sous contrôle américain. C'est en réponse à l'évolution de la menace résultant du déploiement d'armes nucléaires par l'Union soviétique que l'Alliance Atlantique décida en 1957 d'introduire une grande variété d'armes de ce type dans les armées de l'OTAN. Dans ce cadre, la Belgique entreprit entre autres la mise sur pied à partir de 1959 de 2 bataillons Honest John et de 2 bataillons composites Honest John obusiers de 8 pouces. Ces unités devaient assurer l'appui général du corps d'armée. Le premier bataillon Honest John constitué fut le 75A. La majorité de son personnel suivit en mars-avril 1959 un stage de conversion dans une unité américaine, le 3e bataillon de missiles, unité stationnée près de Mayence. Le bataillon prit ensuite ses quartiers à Cologne-Delbruck, où il acheva de se constituer. Et après réception à la Mi-59 de matériel spécifique et de
ses 4 lance-roquettes, il poursuivit son entraînement tout en assurant une mission de bataillon-école pour les autres unités Honest John. Au début des années 60, le 75K entama ce que j'appelle sa nucléarisation. Les ogives nucléaires étant bien sûr sous le régime de la double clé, le bataillon fut rejoint dans sa garnison de Delbruck par un détachement américain avec lequel il s'initia au maniement de ses engins. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la manipulation des ogives nucléaires impliquait le respect de procédures rigoureuses et de drills rigides dont l'exécution était soumise régulièrement au contrôle des experts militaires américains qui, d'une manière générale, portèrent toujours sur les prestations belges des appréciations flatteuses. En opération, le bataillon Honest John devait se déployer dans la profondeur du dispositif du corps d'armée et pour l'exécution d'une mission, le lance-roquette était amené sur une position de tir reconnue et préparée, position qui se situait à une distance pouvant aller jusqu'à 25 km de la position du bataillon. On aurait pu craindre que l'entraînement à la mise en œuvre de projectiles nucléaires, en particulier la fréquente et fastidieuse répétition des mêmes gestes dans le cadre de drills rigides qui étaient imposés par les procédures américaines, n'exerça une influence néfaste sur la motivation du personnel. Il n'en fut heureusement rien. Le fait d'appartenir à une unité spéciale, l'intérêt constant des hautes autorités civiles et militaires, le travail en milieu international, l'absence de problèmes d'encadrement, la priorité logistique régulièrement accordée au bataillon et les résultats obtenus lors des nombreuses évaluations sont autant d'éléments, pour ne citer que ceux-là, qui contribuaient à une motivation élevée du personnel. 3 escadrilles d'aviation légère voient le jour. La 16e en 1953, les 17e et 18e en 1956 à Werle et à Mersbrück. La 16e escadrille de Butz perçoit ses premiers hélicoptères Alouette 2 en 1959. La durée du service militaire est ramenée à 15 mois en 1957 et à 12 mois en 1959. C'est l'époque des techniciens OTAN, engagés pour 3 à 8 ans. Ils doivent compenser la perte de main-d'œuvre causée par la réduction du service militaire. Mais l'opinion publique n'est guère favorable à ce recrutement. Par manque de moyens budgétaires, la Défense nationale envisage de supprimer l'Athénée de Rösrath et toutes les classes maternelles des FBA. Heureusement, le ministre de l'Éducation nationale reprend tout le réseau d'enseignement des FBA à sa charge. Plus de 9000 Belges vivent en Allemagne en 1961. 2300 nouveaux logements sont construits. Cela ne suffit pas. L'infanterie est dotée de transporteurs blindés à chenilles de type M75. Suivent l'achat de 27 avions d'ornier de liaison en remplacement des vieux Piper Cub. L'entraînement au combat en ambiance NBC est au centre des préoccupations des états-majors. Un peloton de détection des explosions atomiques est même mis sur pied. Afin d'accroître leur mobilité en ambiance nucléaire, l'OTAN demande que toutes ces divisions soient complètement mécanisées et organisées suivant le type Lensend. Le 1er mars 1960, nos 2 divisions deviennent identiques et se composent chacune de 2 brigades d'infanterie blindée et d'une brigade blindée. Les forces de couverture sont constituées à Cassel, au plus près du rideau de fer. Leur mission initiale est d'assurer la protection de la mise en place des brigades en cas d'agression. De nouvelles unités naissent en 1961, comme les compagnies anti-chars équipées de missiles ANTAC et la première compagnie d'équipe spéciale de reconnaissance, ESR. Vers 1959, une arme légère, portable, d'une portée de 2 km, avec une tête à charge creuse, capable de percer tous les blindés connus, fut mise au point à partir de plans découverts une douzaine d'années plus tôt dans les zones d'occupation de l'Allemagne vaincue. Il s'agissait d'un petit missile volant à 300 km/h dont il était impossible de brouiller le guidage car les ordres du pilote étaient transmis au missile par 2 fils. C'était une arme extraordinaire car le char visé ne la voyait ni décoller, ni voler vers lui, ni lui tomber dessus. La France n'eut pas trop de mal à nous vendre sa version de la nouvelle arme qui s'appelait ANTAC,
abréviation d'engin téléguidé anti-char. Il fut décidé de concentrer l'arme à l'échelon de la brigade, et comme nous avions 6 brigades, on créa 6 compagnies dites indépendantes par prélèvement personnel dans nos 12 bataillons d'infanterie et notre école d'armes. Après un examen médical sévère, le personnel fut formé en France et à Bourg-Léopold. Même dans les exercices de poste de commandement, CPX, nos compagnies étaient employées avec troupes, FTX. En réalité, nous étions l'arme de métier avant la lettre. Tout notre cadre officier et sous-officier était d'actifs, tous les pilotes d'entac étaient sous-officiers et même leurs chauffeurs, aides-pilotes, étaient des caporaux de carrière. L'esprit était bon et les tirs d'entraînement excellents, certains eurent même lieu de nuit, et il n'était pas rare de voir des pelotons faire 100% de court-but lors des 2 tirs réels annuels. Le gros problème était de convaincre nos collègues de l'infanterie et nos amis blindés de l'emploi tactique correct de l'entac. Les états-majors de brigade et surtout les chefs de corps d'infanterie ne se donnaient pas toujours la peine d'écouter nos conseils, et les choses étant prises moins au sérieux en temps de paix, il était souvent plus facile pour eux de nous mettre aux ordres d'un subordonné, lequel s'empressait parfois de faire de même. Un autre aspect très frustrant de la vie des unités en TAC en exercice du temps de paix, c'était l'impossibilité de simuler l'action de leurs armes. On peut y ajouter l'incrédulité des arbitres devant leur efficacité, et enfin la difficulté pour ceux-ci de hurler « Vous êtes détruits » en étant entendus à 2 kilomètres. Des troubles éclatent au Congo et le premier corps envoie des compagnies de marche en Afrique centrale entre 1960 et 1962. Certaines étaient déjà déployées à Kamina et Kitona avant l'indépendance du Congo pour assurer les Européens en cas de trouble. Par après, d'autres compagnies ainsi que des renforts sont déployés au Congo et Rwanda-Urundi. La compagnie de marche du 4-6 reçoit l'ordre de départ pour le Congo indépendant le 8 juillet 60 à midi. 4 heures plus tard, elle s'embarquait à Duren pour Bruxelles. La compagnie était composée de 143 militaires d'active et de miliciens, tous volontaires. Notre mission était de rétablir l'ordre et de protéger la vie et les biens des Européens. Nous sommes arrivés à Kamina le 10 juillet à 8h30. Nos patrouilles et nos opérations de maintien de l'ordre nous ont menés de Léopoldville à Kikwit, Elisabethville et Kolwezi. Parfois, notre ravitaillement et notre charroi étaient militaires, parfois, ils étaient civils. Nous disposions pour cela d'un budget plus que suffisant. Nous n'avions pas de traducteur avec nous et les coutumes locales nous étaient peu connues, ce qui posait occasionnellement des problèmes. Le 27 août, des militaires suédois de l'ONU nous ont relevés à Kolwezi. Le retour vers la Belgique s'est effectué en Globemaster de l'US Air Force.